Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ce direct. C'est le premier direct de l'année. Euh, Premier direct de l'année, oui, et c'est un direct qui va commencer assez fort puisque c'est une grande question qui m'a été posée par une de mes meilleures amies début d'année qui se voyait débordée, sans cesse, comment vais-je dire, sollicitée, voilà le mot exact que je cherchais, sollicitée, et qui m'a dit aide-moi parce que débordée, sollicitée, je suis déjà en stress alors que je suis rentrée au boulot depuis 2 jours. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laurent Chauvier, je suis coach, je suis conférencière et je suis également formatrice. Et aujourd'hui, je vous accueille dans cette conférence live pour vous parler de la gestion du temps et des priorités, qui n'est pas une chose aisée. Alors moi j'ai de la chance, c'est un de mes talents. Je ne fais aucun effort pour bien gérer mon temps, pour bien m'organiser, pour bien me structurer, pour bien gérer mes priorités. Donc je me dis que cette force-là, mais il est temps que je le partage avec d'autres qui en ont besoin, qui sont intéressés, qui cherchent des trucs et astuces pour, pour peut-être être plus performant ou plus productif ou beaucoup moins stressé et plus heureux. Donc on va voir tous les bénéfices d'une bonne gestion de confiance en soi ensemble. Cette conférence, elle va durer 1 heure. Je prends mon petit papier parce que je voudrais remercier certaines personnes qui m'avaient déjà suivi en 2023 sur la confiance en soi et que je voudrais remercier. Donc c'est Nathalie, Megan, Claire, Ahmed et alors je ne sais pas le prénom et désolée pour la prononciation, Ourak Eya. Donc voilà, je voulais vous remercier d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, la gestion du temps, bah oui, bah la gestion du temps, ce sont tous les processus et les outils qu'on utilise pour bien gérer son temps, que ce soit son temps individuel, quand on est au boulot, le temps d'une équipe, le temps d'une entreprise, et quand on est en famille, bah, le temps de sa famille. Et donc, quand on arrive à bien gérer notre temps et nos priorités, nous en retirons beaucoup de bénéfices. Vous allez voir, on va les parcourir ensemble. Euh, et donc, ces bénéfices, c'est par exemple le fait Oula, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Euh, voilà, j'ai eu un bug. Excusez-moi, je reviens vers vous. Donc oui, je disais, pourquoi est-ce important de bien gérer de bien gérer son temps et de bien gérer ses priorités. Premièrement, on en est beaucoup plus heureux. On a un sentiment, mais qui est relatif, un sentiment de contrôle sur notre temps et sur notre énergie. Alors bien entendu, comme vous le savez, on n'a pas le contrôle sur tout, mais on a cette impression d'avoir quand même le contrôle sur quelque chose. Ça réduit le stress, de bien gérer son temps et ses priorités. On gagne en énergie, on atteint plus vite ses objectifs, ça c'est clair, que ce soit des objectifs personnels ou des objectifs dans le milieu du travail. On obtient un meilleur résultat sur un temps plus court, donc on est plus productif, on est plus efficace. Euh, Ça nous permet aussi de mieux gérer et déjà de faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent et ce qui n'est absolument pas, voire vous allez le voir plus tard dans la conférence, ce qui peut même être jeté à la poubelle. On est plus concentré, donc moins distrait évidemment, ça c'est clair. Je dirais aussi qu'on arrive à mieux équilibrer le temps qu'on dédie à la vie privée et à la vie professionnelle. Je vous parlerai tout à l'heure, si j'y pense, de la répartition et je vous poserai une petite question à ce propos-là. La répartition du temps sur 3 axes d'une journée. On a plus de temps libre, on procrastine beaucoup moins. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ça rend les choses plus faciles et plus simples. On est ponctuel, évidemment. Ce qu'on gagne aussi, c'est que, je vais dire, dans le milieu professionnel, on se met en valeur. Moi, pour avoir passé
20 ans dans le milieu salarial, les personnes qui rendent pas les choses à temps ou qui sont toujours en retard, voilà, moi j'en ai vu certaines qui ont pris la porte à la longue. Donc voilà, ça arrive à tout le monde de louper un délai ou quoi que ce soit, ça c'est pas grave, la perfection n'existe pas, on est bien d'accord, mais à force, si ça se répète, si ça devient, comment je vais dire, un peu votre marque de fabrique, bah, d'office, vous n'allez pas avoir une bonne réputation dans votre milieu du travail. Ça nous permet aussi, quand on gère bien son temps et ses priorités, de mieux faire face à l'imprévu. Alors, le fait aussi, et là je vais revenir sur le sujet de mes conférences du mois de décembre, c'est qu'on a un sentiment d'accomplissement, cet auto-accomplissement en disant oui, j'ai fait tout ce que je devais faire sur la journée, je suis fière de moi, ma confiance en moi aussi grandit. Euh, et ça nous permet aussi, quand on gère bien son temps et ses priorités, de s'octroyer des moments de pause et des moments de réflexion où on peut se poser, quoi. Tout simplement. Alors, par contre, pour certaines personnes, c'est pas gagné, la gestion du temps et des priorités. Et on n'en peut rien. Et on n'en peut rien. Il y a certains obstacles qui font que telle ou telle personne n'arriveront pas à gérer leur temps. Et c'est ok comme ça. C'est ok. À partir du moment où vous ne souffrez pas de ça, où ça ne vous rend pas malheureux, c'est ok avec ça. Donc, par exemple, bon, on va poser le cadre tout de suite. Les personnes qui ont des troubles de l'attention ou par exemple qui souffrent de dyslexie peuvent rencontrer des problèmes à gérer leur temps parce que voilà leur j'aime pas dire maladie, tant pis, je vais dire maladie, mais voilà, il n'y a aucune connotation négative à ça, mais les empêche de bien gérer leur temps. Alors, autre obstacle, si on n'est pas bien organisé, si on n'est pas un bon planificateur, si on n'arrive pas à prioriser, si on ne sait pas se fixer des objectifs. Alors, parlant d'objectifs, vous voyez les bonnes résolutions du mois de janvier qu'on a pris, ou que certaines personnes prennent, parce que moi je ne les prends plus parce que j'ai compris le système, donc, donc voilà. Les bonnes résolutions qu'on prend au 1er janvier, qu'on laisse tomber au 15 janvier, tout ça, c'est parce que l'objectif est mal défini en fait. Oui, je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Ok, mais tu commences quand? Tu finis quand? Et pourquoi est-ce que tu vas à la salle de sport 3 fois semaine et pas 2 fois et pas une fois? Et quelle est la contrainte que tu vas pouvoir rencontrer? Est-ce que c'est compatible avec tes horaires de travail et avec la vie de famille? Voilà, il y a toutes ces questions qu'on ne se pose pas et que nous, dont moi en tant que coach, mais quand j'aide quelqu'un à poser un objectif pour prendre un engagement envers lui-même, ce sont tous des critères au travers desquels nous passons pour être sûr et certain qu'un objectif qui est bien posé, qui est rédigé positivement et qui fait passer à l'engagement, c'est déjà 50% de l'atteinte de l'objectif qu'on a atteint. Alors, il faut savoir que tout être humain a des croyances. Des croyances, ce sont des pensées qu'on a sur nous-mêmes et elles peuvent être limitantes ou portantes. Donc, une croyance limitante, c'est une pensée que j'ai sur moi-même. Par exemple, j'y arriverai jamais. Voilà, ça peut être une pensée limitante. Par contre, une pensée portante, ça peut être tout est possible. Donc voilà. Il y a ce qu'on appelle aussi qui vient entraver comment je vais dire, qui est un obstacle à notre gestion du temps, c'est ce qu'on appelle les drivers. Alors les drivers, je ne vais pas vous les citer tous les 5 parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a un driver qui nous concerne aujourd'hui, c'est le driver dépêche-toi. Alors le driver, c'est quoi? Ce sont des petites phrases qu'on a entendues dans le milieu éducatif, que ce soit nos parents, que ce soit nos instits ou nos éducateurs. Quand on était petit, c'était dépêche-toi parce qu'on va être en retard. Mais vite tes chaussures. Allez, mange vite ta tartine. Fais vite ton lit. Enfin voilà, faut aller vite. Toutes ces petites phrases où on a fait référence à dépêche-toi, va vite, va plus vite, allez arrête de traîner, dépêche-toi, etc. Toutes ces petites phrases vont faire en sorte que ça va être un obstacle en fait à notre compétence de bien gérer le temps et de bien gérer nos priorités. Il y a moyen je vais dire, d'assouplir ces drivers, tout comme on peut assouplir une croyance, ça se travaille.
Un obstacle aussi qui va nous empêcher de bien gérer notre temps, c'est pour les personnes qui ne savent pas dire non. Donc ça, on va voir comment on peut gérer ce non qui peut devenir un oui mais. Les personnes qui ont une notion du temps perturbée, donc on verra aussi plus loin comment, rapidement, hein, j'entre pas dans des études scientifiques, mais comment la notion de temps se construit, se crée, à quel âge, etc. Et puis, on verra aussi plus loin dans la conférence que nous pouvons avoir des voleurs de temps ou des résistances individuelles à bien gérer notre temps et nos priorités. Alors, je viens de vous en parler. D'où vient ce fameux rapport au temps? Alors, chaque être humain a une notion du temps qui lui est propre, qu'il définit lui-même, qu'il gère lui-même. Alors, il faut savoir que cette notion de temps, elle prend naissance entre l'âge de 6 et 8 ans. Ça a été démontré par je regarde son nom pour ne pas me tromper, par Georges Delatolas, qui est un chercheur français à l'INSERM, qui a publié dans un journal de psychologie qu'en fait, entre 6 et 8 ans, c'est le moment où l'enfant commence à jongler avec les nombres et avec les chiffres. Et si vous vous rappelez, soit dans votre propre expérience ou avec vos enfants, 6-8 ans, c'est l'âge où on rentre, où on apprend à lire, on apprend à compter, etc. Et c'est l'âge aussi où on apprend à lire l'heure. Donc c'est l'âge où on voit les enfants. Moi, je me souviens de ma génération où on avait nos premières montres, c'était des Swatch, des flic-flac ou des choses comme ça. Enfin voilà, c'était ça. Et donc, l'enfant, quand il va commencer à apprendre à compter, à jongler avec les chiffres, soit de réciter une suite de chiffres, soit de faire des petits calculs, etc., soit voilà, il va travailler les notions de nombre et de chiffres. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que va se créer ce rapport au temps, ce rapport à la notion de grandeur des chiffres. Et on voit parfois, quand on discute avec des enfants notamment, que suivant le contexte, on va pouvoir voir si l'enfant est sensible à ces notions de grandeur, on peut dire. Donc, un enfant, par exemple, pourra faire la différence si on lui dit «Oh, mais 10 c'est beaucoup». Oui, mais 10 c'est beaucoup par rapport à quoi? Et donc, si on lui dit, par exemple, ben, «Oh, cette famille-là, ils ont 10 enfants», ben, l'enfant va pouvoir avoir comme réflexion «Oh là là, 10 enfants, c'est beaucoup». C'est vrai que par rapport à notre vie actuelle, une famille avec 10 enfants, c'est beaucoup. Par contre, si on lui dit «Oh là là, il y a beaucoup, il y a 10 feuilles sur l'arbre», ben, l'enfant saura très bien que 10 feuilles sur l'arbre, non, c'est pas beaucoup. Un arbre a beaucoup plus de feuilles enfin, a beaucoup plus que 10 feuilles. Et donc, c'est comme ça qu'il va pouvoir pondérer les ordres de grandeur et ça sera lié à sa notion du temps. Alors, je regarde s'il y a des commentaires. Alors, je ne vois rien. Et mon écran a changé, donc je suis un petit peu perdue. Mais bon, voilà, écoutez, on va continuer. Ouais. Alors, rentrons dans le vif du sujet maintenant. C'est très bien tout ça. Alors, on sait ce qu'est la gestion du temps et ses priorités. On sait quelles sont les prédominances positives et les bénéfices qu'on doit avoir pour bien gérer son temps et ses priorités. Il y a de toute façon des choses qui peuvent s'apprendre, il n'y a pas de souci. Et je suis sûre que sur la Terre, il y a des dyslexiques qui gèrent très bien leur gestion du temps, des TDAH qui gèrent très bien leur gestion du temps, et d'autres qui le gèrent très très mal. Donc voilà, on ne fait pas de stigmatisation. Je ne fais pas de stigmatisation ici. Ce sont juste des exemples que je vous donne. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment je fais pour gérer mon temps et mes priorités? Alors, la première chose que vous devez faire, c'est identifier votre rythme biologique. Est-ce que vous êtes plus du matin, de l'après-midi ou de la soirée? Donc, c'est dans le sens où mon énergie et mon attention et ma concentration, quand est-ce qu'elle va être la meilleure? Le matin, l'après-midi ou le soir? Personnellement, moi je sais que ma concentration est optimale entre 10h et 18h.
je sais qu'à ce moment-là, c'est l'équivalent de ma journée de travail. Maintenant, il y a des gens, moi j'ai connu des gens dont la concentration était plus optimum le soir ou plus optimum très tôt le matin. Voilà. Donc à vous de vous observer pendant quelques jours et de se dire, tiens, les moments où je me sens très concentrée, c'est entre telle heure et telle heure. Alors, c'est pas obligé d'être une grande plage horaire, parce qu'il faut savoir aussi que, alors ça c'est une petite parenthèse qui n'était pas prévue ici, mais un adulte a une capacité d'attention entre 7 et 10 minutes. Donc, c'est-à-dire que toutes les 7 minutes, hop, votre cerveau déconnecte et il est parti ailleurs. Ok. Alors, on a des mécanismes qui font que, hop, on la ramène, etc. Ça, il n'y a pas de souci, mais c'est pas du tout l'objectif ici. Donc, voilà, votre maximum de concentration n'est pas 8 heures d'affilée. C'est sur vos 8 heures de journée de travail ou 8 heures de journée d'éveil, je vais dire. Quels sont les moments où vous êtes le plus concentré, le plus attentif et où vous avez une grande énergie de travail. Donc c'est à ces moments-là où vous devrez, et on va y venir après, planifier les tâches qui demandent de la concentration et de l'attention et le plus gros de votre travail en fait. C'est dans cette période de biorhythme optimal. Alors, un endroit important aussi, que vous soyez dans le monde de travail ou que vous soyez à la maison, ou enfin voilà, peu importe, l'endroit où vous allez travailler doit être ordonné, rangé, propre et au plus possible accueillant. Donc je pense notamment aux personnes qui télétravaillent. Mais profitez pour vous faire un petit endroit sympa, voilà, dans la maison ou dans un bureau si vous avez un bureau à la maison. Les personnes qui sont sur leur lieu de travail, ben voilà, organisez votre espace de travail pour que ce soit nickel. Alors moi je dis toujours, bordel sur le bureau, bordel dans le cerveau. Et donc notre cerveau, je pense que dans les comment je veux dire, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, est déjà embrumé par assez d'inquiétudes pour encore en plus aller lui refoutre du bordel par ce qu'on a sur sa table de travail. Donc voilà, rangé, ordonné, clair et ouais, c'est ça, est propre et rangé. Alors, une chose très importante, alors je sais que certains vont peut-être grincer parce qu'on est dans un monde très connecté, mais désactivez les notifications de vos mails, de vos news, de vos réseaux sociaux, etc. Donc désactivez ça parce qu'en fait, toutes ces petites notifications vous rappellent qu'il y a quelque chose qui se passe et que vous n'avez pas le temps de vous en occuper maintenant. D'accord? C'est pas le moment maintenant de s'occuper des notifications, etc. Donc, moi, je peux vous donner un exemple personnel. Les dernières années de travail, j'étais dans un milieu où j'étais continuellement stressée du matin au soir. Et j'ai un jour une copine qui m'a dit, ouais, mais enlève les notifications. Je dis, ouais, mais si j'ai plus de notifications, je sais pas, quand je reçois un mail, machin, bidule, quand je dois traiter, etc. Et puis je me suis dit, ok, on ferme pas, on va essayer. J'ai donc désactivé les notifications dans ma boîte mail de l'époque. Et par contre, je me suis mis dans mon agenda un moment le matin et un moment l'après-midi pour aller consulter et prendre connaissance de mes mails. Eh bien, c'était une distraction en moins. Et je suis quelqu'un qui a tendance à, comment je vais dire, à être très vite distraite par un sujet ou quoi que ce soit. Donc ça, désactiver ces notifications, ça m'a permis de pouvoir me concentrer et de ne plus toujours être rappelée par un petit truc qui clignote en bas de l'écran. Alors, autre chose aussi, c'est que on va partir sur une base de 8 heures de travail par jour. Si vous avez une fenêtre de 8 heures du travail, ça ne sert à rien de vous planifier du travail pour occuper les 8 heures. Déjà, dans les 8 heures, vous avez normalement des pauses. Et il faut savoir que si vous planifiez du travail pour 8 heures, s'il y a une urgence, un changement de plan, un ajout de quelque chose ou quoi, vous n'avez pas le temps de le faire. Vous êtes déjà, comme on dit, booké pour vos 8 heures. Donc, petit conseil que je vous donne, vos agendas, remplissez-les entre 60 et 80%, dépendant du travail que vous faites, bien évidemment, du milieu dans lequel vous travaillez. Et je pense aussi
aux papas ou aux mamans ou aux papis et aux mamies qui sont à la maison. Et même chose, ben, ne remplissez pas votre agenda de la semaine pour qu'il soit booké toutes les minutes, toutes les heures, etc. Laissez du temps pour les imprévus, pour les changements de plan, pour peut-être une urgence. Et donc, ce que moi je vous conseille, c'est en fonction voilà, de votre milieu de travail, de vos activités, de tester, de remplir votre agenda à 60% ou à 80%. Mais jamais à 100%. Enfin, même moi qui suis plus dans le milieu salarial aujourd'hui, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un changement de plan ou une urgence ou un imprévu qui arrive. Donc voilà, ça va vous permettre aussi de faire baisser la pression. Alors, autre chose, en fait, alors ça dépend de chacun. Moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est tous les matins, tant que vous n'êtes pas dans une bonne gestion du temps et de vos priorités, tous les matins, les 30 premières minutes de votre journée vous servent à vérifier votre planning ou à planifier. Donc ça, c'est 30 minutes que vous bouquez et vous vous dites, voilà mes to-do, voilà mes urgences, mes priorités, machin, etc. D'accord? Alors, on y viendra après pour la fin de la journée. Donc, ce que je vous recommande aussi, c'est de regrouper toutes les tâches similaires. Donc, par exemple, vous avez 4 ou 5 appels à passer sur la journée, mais passez-les tous au même moment. Faites vraiment des plages de coups de fil, des plages de lecture de mail, des plages de comptabilité, des plages de prise de rendez-vous, des plages de prospection de clients. Les réunions, elles se mettent tout le temps un peu partout dans les agendas, sauf peut-être des entreprises qui se disent, oh ben voilà, le mardi c'est le jour des réunions, donc, et les autres jours il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, mais ça je ne connais pas les individualités de chacun. Donc essayez de regrouper les tâches des mêmes familles en un groupe de quelques heures de travail. D'accord. Autre chose aussi, euh, c'est bien entendu, je le disais tout à l'heure, se prévoir les pauses. Alors, un petit, un petit tips bien rigolo, mais moi, quand j'ouvre mon calendrier de l'année, par exemple, je vais dire un peu n'importe quoi, mais le 1er janvier, j'ouvre mon calendrier de l'année. La première chose que je fais, c'est je mets mes lunchs, je mets mes vacances, je mets mes jours de congé, j'encode mes pauses, enfin voilà. Donc ça, c'est ce qui est immuable et ce qui a peu de chances de bouger. Et seulement après, je commence à encoder mes rendez-vous, mes tâches, etc. Euh, alors, important aussi, euh, c'est en fait... comment est-ce que je vais expliquer ça? Je vais schématiser ça par découper l'éléphant par petits bouts. Donc, il y a certains projets sur lesquels vous travaillez, des gros projets. Et ce gros projet, il va pas toute la liste des actions qui vont déboucher vers le résultat final ne vont pas toutes se faire en une fois en même temps. Donc c'est ça qu'on va dire, ce gros projet, on va le découper en étapes et à chaque étape, il y aura une liste de petites actions à réaliser qui va vous faire avancer vers votre objectif en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on dit découper l'éléphant en petits bouts. Alors, ces petits bouts, c'est bien, mais une fois qu'on a les petits bouts, on fait quoi? Déjà, le petit bout, c'est une action. Une action, ça demande un verbe à l'infinitif. Donc, ranger, téléphoner, prendre rendez-vous, inviter, enfin voilà, tout ce genre de choses. Ça demande un responsable. Qui va inviter? Qui va prendre rendez-vous? Chez qui on va prendre rendez-vous? D'accord? Donc, chaque tâche a une action, un responsable, une estimation de temps, d'accord. Comme ça, on sait. Si j'ai une journée de 8 heures et que je liste mes tâches et que je me rends compte que mes tâches font 5 heures, ça veut dire que j'ai encore un peu de temps dans la journée pour avancer ou pour faire autre chose, d'accord. Souvenez-vous, on ne planifie pas 100% des 8 heures, mais entre 60 et 80% des 8 heures.
Par contre, si je fais ma liste de to-do et que je me rends compte que que j'évalue le temps de toutes ces actions à 10 heures, bah, c'est pas raisonnable et c'est pas réaliste pour une journée. Ça passera pas. D'accord? Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez déléguer. Vous n'êtes pas le ou la seule à pouvoir faire des photocopies, téléphoner, prendre des notes en réunion, aller déposer un courrier quelque part. D'accord? Donc il y a plein de choses, de petites choses que la majorité des gens savent faire. Gardez pour vous les tâches que vous seul êtes capable de faire selon vos compétences. D'accord? Alors je vous parlais tout à l'heure de l'estimation du temps d'une tâche ou d'une action. Alors bah, à juste titre, vous allez me dire, ouais, mais parfois on ne sait pas combien de temps ça peut prendre. C'est pas grave. Moi, ce que je vous dis, c'est vaut toujours mieux une estimation que rien du tout. Je vous démontre l'histoire. Euh, je dois réserver un hôtel à Copenhague pour mon patron pour le mois prochain. C'est une histoire vécue. Hein. J'ai une intérimaire qui travaille avec moi et elle me dit va bien me falloir 1 heure pour faire ça. Un peu estomaquée, de par mon expérience, en sachant que bah, réserver un hôtel, ça prend 5 minutes. Quoi. À la limite, c'est sur le net, mais là, il faut téléphoner, réserver une chambre, non-fumeur, nanana, business, déjeuner, repas, taxi, bidule. Ok. Bon voilà, allez, je vais dire 10 minutes, quoi. Hein, grand bien. Bah, ok, si je mets par exemple 10 minutes si j'évalue cette tâche à 10 minutes, bah, je sais combien de temps dans ma journée ça va me prendre. Ok. Si j'évalue cette tâche à 1 heure, je sais aussi combien ça va me prendre. Sauf que j'ai 2 conséquences. Si j'ai calé cette tâche dans mon agenda pour 10 minutes, bah, peut-être qu'elle va me prendre 5 minutes et donc je gagne 5 minutes. Ou elle va me prendre un quart d'heure, donc je perds 5 minutes. Si j'évalue pas de temps, je sais pas. Enfin voilà, ça sera un tout doux que je risque de pas faire parce qu'il n'y a pas d'évaluation de temps. Et donc, pourquoi c'est important de mettre du temps sur une tâche? C'est pour pouvoir savoir quand le caler dans son agenda. Parfois, on a des réunions qui s'enchaînent et puis on a une demi-heure. Mais cette demi-heure-là, je ne vais pas commencer à faire de la comptabilité parce que je sais que quand je me mets à ma comptabilité, j'en ai pour 1 heure et demie, 2 heures. Okay. Par contre, cette demi-heure-là, ben, je pourrais la prendre soit pour aller boire un café et faire le call à l'hôtel, par exemple. C'est quelque chose qui peut passer dans cette petite demi-heure de battement-là. Okay. Et et si ça nous prend plus de temps, parce que, ben voilà, peut-être que l'hôtel était plein, il y a un congrès à Copenhague et je ne le savais pas, donc je dois téléphoner à d'autres hôtels, etc. Et donc ça va me prendre plus de temps que 10 minutes. Et ben ok, si quelqu'un me demande quelque chose, j'ai de quoi justifier que j'ai pris du temps parce que j'ai dû téléphoner dans plusieurs hôtels parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Donc, voilà. Euh, Autre chose aussi, mais on le verra plus tard, c'est le fait de dire non ou de négocier en fait la date, la due date, la deadline, la date de rendu de votre tâche. Alors, ce que je fais aussi par rapport à ça, alors, moi je le fais pour moi parce que c'est une habitude que j'ai prise. Mais quand on travaille en équipe, ça permet d'avoir beaucoup de transparence et voilà, de générer des discussions. C'est qu'en fin de journée, moi je prends mon to-do et je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait de ce que je devais faire? Est-ce que tout est fait? Si tout est fait, ok. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis fière de moi, j'ai une bonne estime de moi et ma confiance en moi grandit. Maintenant, si j'ai pas tout fait, ben, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, voilà, comme on a eu le coup avec l'hôtel, ben, les hôtels étaient pleins, donc j'ai pris une demi-heure parce que j'ai dû téléphoner dans 10 hôtels? Ou est-ce que bah, j'ai procrastiné, j'étais au resto avec des copines à midi, on a passé 2 heures, 2 heures et demie au resto. Ouais, bon, ok, bah ça j'en tire une leçon, ok, d'accord. Donc voilà, comment j'ai géré mon temps et mes priorités dans cette journée-là, que j'ai atteint mes objectifs ou que je les ai pas atteints, j'en tire des bonnes leçons et des morales de l'histoire, si on peut dire. Alors,
Maintenant qu'on a appris à gérer son temps, euh, ben, il y a une autre notion qui est importante, c'est la gestion des priorités. Alors les priorités, on a un outil qui s'appelle la matrice des priorités ou plus communément connue sous la matrice d'Eisenhower. Elle a deux axes, un axe d'urgence et un axe d'importance. Donc l'axe d'importance est comme ceci et l'axe d'urgence est comme cela. Sur l'axe d'importance, vous avez votre to-do list avec toutes vos tâches. Et donc, les questions que vous allez vous poser, c'est tout bêtement, qu'est-ce qui est important et urgent? Donc, ce qui est important et urgent, vous allez les traiter en priorité, d'accord? Ce qui est important et pas urgent, pardon, ce qui est important et pas urgent, vous allez plutôt le planifier, ok? L'urgence, c'est le lien avec le délai qui vous est demandé. D'accord? L'importance, c'est le lien avec les objectifs de la société ou vos objectifs personnels. Donc, urgent et important, je traite en premier, je le fais. Pas urgent, mais important, je le planifie. Et ce qui est pas important et urgent, je peux le déléguer. Et ce qui est pas urgent, pas important, j'abandonne, moi, perso, moi je mets à la poubelle, ça veut dire que c'est comment je vais dire, des tâches ou des actions qui sont sorties de mon imagination, comme ça, parfois ça nous arrive. Euh, alors, j'ai connu aussi dans le milieu du travail, et je vous en parlais tout à l'heure, hein, on travaille 8 heures, on boucle les 8 heures de travail, et puis à la fin on se rend compte que non, on n'est pas arrivé à tout faire. Oh, des gringodades, je suis nulle, nanana. Non, 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 loin de là. Donc ici des petites choses pratiques. Donc on a vu la matrice avec urgent, important, je fais tout de suite. Urgent, pas important, je délègue. Et pas urgent et important, je planifie. Voilà, parce qu'en plus il était à l'envers. Donc, ces priorités-là établies, votre liste de tâches établie, votre rythme biologique établi, vos tâches similaires rassemblées par famille de tâches, si on peut dire comme ça. Alors, on va commencer à planifier sa journée en fait. Et donc on va se dire, voilà, pendant 3 heures, je vais faire les tâches essentielles. 1 à 2 tâches essentielles par jour pendant 3 heures que vous seul pouvez mener. Ensuite, on passe à l'étage suivant, c'est 2 à 3 tâches, ça dépend, relativement importantes, qui sont possibles de déléguer, mais voilà, c'est pas sûr. Ça, vous calez 1 heure, ok? Et ensuite, le reste du temps, c'est-à-dire 3, ouais, je pense que c'est ça, 2-3 heures, ce sont plutôt des activités de routine, de la paperasse, de l'encodage, lecture, téléphone, des tâches admin enfin voilà, mais des petites choses de routine qui ne demandent pas beaucoup de concentration. Ok. Donc concentration maximum, 1 à 2 tâches essentielles pendant 2-3 heures. Les tâches de routine pendant 2 heures aussi, en dehors de votre fenêtre optimale de concentration, je vais dire, et puis les tâches relativement importantes que vous pourriez déléguer ou pas pendant 1 heure. Alors normalement, une fois qu'on a fait ça, on est déjà pas mal guidé et emmené vers la réussite. Mais malheureusement, ça se passe pas comme ça et ça se passe pas toujours bien dans la journée. Alors on a parlé tout à l'heure de nos résistances personnelles, de nos croyances limitantes, de nos drivers, de notre procrastination, de. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi des voleurs de temps et des résistances personnelles. Alors, les voleurs de temps, c'est les imprévus, par exemple, sur lesquels on n'a pas de prise. D'accord? On n'a pas la main là-dessus, on ne peut pas contrôler ça, c'est un imprévu qui nous tombe dessus, et puis voilà. Il y a le fait aussi de ne pas oser dire non et de ne pas poser ses limites. Donc on verra un petit peu plus loin comment on peut négocier le délai d'une tâche qui nous est demandée. On manque d'autodiscipline.
D'accord? Donc ça peut arriver. Et on accorde beaucoup plus d'importance aux tâches avec un délai court que les tâches qui sont importantes. D'accord? Or, c'est l'inverse qu'on doit faire. On doit accorder beaucoup plus d'importance, c'est le cas de dire, aux tâches qui sont importantes et puis voir avec les délais. Donc, ça, je vous avoue que quand on débute, c'est pas toujours facile de jongler avec ça. Mais bon, voilà. Alors, le fait aussi, c'est, et on le verra plus loin, je pense. Non, je vous en ai pas parlé de ça, c'est marrant. Enfin non, c'est pas marrant, ça me fait pas marrer, mais... Ok, bon, bah, je vais vous en parler maintenant alors. Donc le fait de vouloir faire trop de choses en même temps, ça c'est un voleur de temps. Euh, alors il faut savoir qu'il y a deux écoles. Il y a l'école du monotasking et l'école du multitasking. Alors, monotasking, je fais une chose à la fois. Efficacité, je commence un truc, je vais jusqu'au bout et c'est fini. D'accord? toutes les, toutes les tâches ne peuvent pas se faire en monotasking. Quand vous travaillez sur un projet, vous ne pouvez pas ouvrir le dossier de votre projet et le fermer en fin de journée. Il y a des projets qui prennent des mois et des années. Donc ça, on est bien d'accord. Néanmoins, il y a des petites tâches que vous pouvez commencer maintenant et finir d'ici une demi-heure, une heure et demie. Ça, c'est le monotasking. Donc beaucoup d'efficacité, euh, mais ça ralentit parce qu'on n'avance pas sur différents dossiers. Ce qui est le cas du monotasking, ou le multitasking, pardon, excusez-moi, je reprends. Le multitasking, qui est en fait, si je dois faire une image, Shiva avec tous ses bras et qui gère 10-15 choses à la fois. Alors là, par contre, on n'a pas d'efficacité, on a beaucoup d'anxiété, mais on a plusieurs sujets qui avancent de front. Donc voilà, moi perso, j'ai vécu dans des fonctions de multitasking. C'est, enfin, moi je trouve ça pas du tout valorisant. Et maintenant que je travaille à mon compte chez moi, je fais du monotasking. Et voilà, oui, ça prend un peu plus de temps, mais au moins quand une chose est finie, elle est finie et on peut passer à la suite. Donc voilà, et on n'est plus embrumé dans sa tête à avoir plusieurs dossiers ouverts en même temps. Ça, c'est ma clé de réussite. Voilà. Mais bon. Euh, alors, qu'est-ce qui est encore voleur de temps? C'est le perfectionnisme. Alors ça, le perfectionnisme, je prends toujours cet exemple. Je rends un rapport, il manque une virgule à la page 4 au paragraphe 2. C'est pas la mort, quoi. Ok. Alors, je suis tout à fait consciente que dans certains métiers, dans certains domaines, ça peut être grave. Ok. Bon, bah, dans les miens, non. Donc, c'est pas grave. La bureautique insuffisante. Bah, il faut savoir que c'est clair que si vous n'avez pas de PC et que vous devez aujourd'hui gérer un agenda avec un planning, avec des to-do list et des choses comme ça, des courriers, des mails, ça va être compliqué. Donc il faut parfois aussi investir dans du matériel performant qui va nous aider à gérer non seulement nos agendas mais nos tâches en fait. Bah, si je planifie mal mon boulot, si je respecte pas ma matrice des NOR, ben ouais, ça va pas marcher. On a vu la concentration tout à l'heure. Oui, si je manque de concentration, ben c'est aussi un voleur de temps. Et dans le manque de concentration, moi je peux vous partager un de mes voleurs de temps, c'était le travail en open space. Enfin, c'était même pas un open space, c'était un espèce de bureau partagé à 8. Et il y avait tellement de bruit, il y avait toujours quelqu'un qui rentrait, qui sortait, et moi qui suis très vite distraite, c'était... c'était une horreur pour moi, donc parfois j'allais me bloquer une journée entière dans un petit bureau pour pouvoir travailler au calme et avancer à fond, quoi. Donc, donc voilà. Alors, on a des résistances en tant qu'être humain. On a des vulnérabilités qui peuvent nous emmener dans une mauvaise gestion du temps ou des problèmes de gestion du temps et des priorités. C'est entre autres la paresse. Bah, ouais, la passivité, la paresse, on n'a pas envie de faire, donc voilà. L'agitation, il y en a certains. Brasser de l'air, mais ne rien faire, voilà.
La suradaptation, donc ça a été mon cas. La suradaptation, c'est quand on se conforme à ce qu'on croit que les autres attendent de nous ou désirent de nous. L'incapacitation, je l'ai bien dit, hein, l'incapacitation, c'est en fait le fait qu'on va se rendre incapable de réaliser la tâche. En fait, c'est de l'autosabotage. Euh, oui, on se rend incapable de faire la chose. Euh, et donc, bah, du coup, bah, on ne respecte pas notre part du travail. Alors, mon amie m'a surtout parlé d'un problème qu'elle avait. C'était que elle avait deux problèmes. Elle avait le problème de dire, mais tout ce qui m'arrive dans ma journée, moi, je crois que je dois l'avoir fini. Mais pardi que non. Pardi que non. On a 8 heures au travail. Si on a déjà booké 6 heures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a éventuellement des imprévus, mais qu'on vient nous rajouter l'équivalent de 4-5 heures de boulot, ça passera pas dans la journée. Donc par la porte ou par la fenêtre, ça ne passera pas. Tout le boulot qu'on vous demande de faire, vous ne devez pas le faire en un jour, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on utilise de la gestion du temps et des priorités. Voilà. Alors, le deuxième problème qu'elle avait, c'était avec sa boîte mail. Donc, quand elle ouvrait un mail, elle prenait l'action, elle faisait le truc du mail. Mais en sachant que les mails, ça arrive au compte-gouttes, mais qu'elle avait déjà planifié sa journée. Donc en fait, c'était des ajouts de travail. Et donc en fait, il y a une méthode qui s'appelle la méthode des 4 D. Et vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi après. C'est une méthode qui dit, voilà, quand votre mail arrive, si ce qu'il y a à faire par rapport à la demande qu'il y a dans le mail dure moins de 2 minutes, vous le faites tout de suite. Donc en anglais, c'est do it right now. Si la tâche qui vous est demandée dans le mail prend plus de 2 minutes, vous le faites plus tard. En anglais, ça se dit do it later. Si c'est une action qui ne vous concerne pas, vous avez été mis en copie ou des choses comme ça, vous rangez, vous classez dans le dossier, etc. Et au-delà de ça, soit de vous déléguer, soit de vous le planifier. D'accord? Alors, un tip que je vous donne, parce que moi, ça m'écoeure de lire des mails comme ça, mais voilà, tout le monde n'a pas été formé à ça. Quand on écrit un mail, les personnes qu'on met en tout du mail, donc j'envoie à, ce sont les personnes qui ont une action dans le mail, qui sont responsables de faire quelque chose avec votre mail. D'accord? Si vous voulez juste que certaines personnes voient votre mail ou mais ils n'ont pas d'action à faire dans ce dossier-là ou sur cette tâche-là, mettez-les en copie s'il vous plaît. D'accord? Donc tout, la personne a une action, en copie, elle n'a pas d'action. Ça va? Donc voilà pour le mailing. Et la méthode des 4D, do it right now, do it later, delegate ou delete. Ça va? Alors, quand on se retrouve sur notre lieu de travail, et même parfois dans la famille, euh, on utilise aussi les divers moyens de communication, mais qui ne sont pas toujours adaptés. Donc, moi, j'ai déjà eu ça au boulot, une collègue qui me dit ah ben je vais envoyer un mail à mon mari pour lui demander d'aller chercher les enfants à l'école plus tôt. Oui, oui, ok, peut-être, pourquoi pas, il n'y a pas de mauvaise solution, mais voilà, moi j'aurais plutôt utilisé le WhatsApp qu'un mail. Peut-être voilà, le mari est sur le terrain, sur un chantier, en réunion, qu'il n'a pas accès à un mail. Voilà, c'est quand même quelque chose, bon voilà, d'important. Pas oublier les gamins à l'école ou à la crèche ou quoi que ce soit. Ben voilà, un SMS, un WhatsApp ou un coup de fil vite fait ou un petit message. Voilà, mais bon, soit. Donc il y a d'autres, tout cela pour vous dire qu'il y a d'autres moyens de communiquer aussi, qui vont nous faire gagner du temps. Au-delà du mail qu'on utilise à outrance, mais on peut directement aller voir la personne. On peut organiser un petit rendez-vous, que ce soit formel ou informel.
Si ça a besoin d'être formel, bah voilà, c'est un rendez-vous dans une salle, on discute, etc. Sinon, ça peut être une discussion autour de allez, une discussion à la cafette en fait, hein, donc voilà. Donc on peut fixer une réunion s'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées ou qui doivent prendre une décision, ou on appelle téléphonique si c'est un truc vite fait, urgent, qui peut être réglé en moins de 2 minutes. Ok. Alors il existe plusieurs outils de gestion du temps. Donc je vais vous les rappeler, hein. On a parlé de la to-do list, du planning. Alors un planning, ça peut être un calendrier, hein. On peut avoir un planning journalier, un planning semainier ou un planning mensuel. On peut aussi avoir un tableau avec des marqueurs et des post-it. On peut configurer ces outils. Donc on a Zoom, Teams, les répondeurs téléphoniques. Je vous ai parlé de la matrice de priorité, la méthode des 4D, le petit bilan quotidien de dire tiens j'ai fait toutes mes tâches, pourquoi oui, pourquoi non, qu'est-ce que je dois en tirer comme leçon. Et on arrive au moment où on va négocier la demande de travail qui nous parvient. Alors, comment ça se passe? On est à la maison, au boulot, on reçoit une demande, quelqu'un nous envoie ou vient nous dire voilà, j'aimerais bien que tu fasses ça pour moi. La première chose, c'est de comprendre la demande. Quels sont les tenants et les aboutissants de la demande et pourquoi la personne demande à ce que ce soit nous qui fasse ça pour telle date. Ok. Donc déjà, ces 3 informations-là, il faut que ça soit clair pour vous. Donc n'hésitez pas à poser des questions pour bien comprendre la demande. Une fois ça, reformulez la demande pour être sûr que vous l'avez bien comprise, la date, quoi faire, enfin le résultat qui est attendu et qui va le faire. Et puis après, à vous de choisir la réponse. Alors on va commencer par le plus simple. La réponse, vous pouvez dire oui, ok, je le fais, ou non, je ne le fais pas. Ça, c'est les deux choses. Ok. Quand on dit non, je le fais pas, c'est du style, moi ça m'est arrivé, hein, mon boss qui vient à 18h, 18h10, je suis en train de ranger mes affaires, il me dit oh tiens, il me faudrait ce rapport-là pour demain, est-ce que tu sais aller chercher les chiffres et faire les graphes et non, je suis en train de partir, je suis désolée, je ferai demain matin. Donc là, je vous donne déjà le tips suivant. Donc on a la réponse oui, la réponse non. Et puis on a des variantes euh, qui pour moi sont j'ai aucun problème à recevoir ce genre de choses et à le donner aussi, c'est de dire ok, mais plutôt que de faire ce rapport aujourd'hui, est-ce que je peux le faire demain matin? Tu en as besoin pour quelle heure? Ouais, j'en ai besoin pour 9h demain matin. Bah, écoute, moi j'arrive à 8h, ça me prend je sais pas moi, 40 minutes de faire ça, je le fais demain matin. Ok, c'est ok? Oui, c'est ok. Donc voilà, donc ça on a négocié, tout le monde est d'accord, c'est parfait. On peut aussi dire, écoute, j'ai besoin de temps pour réfléchir par rapport à ta demande. Ça peut être quelque chose, oui, est-ce que tu peux me réserver un lieu pour un team building et j'ai besoin que ce soit réservé vendredi. Enfin, bon, voilà, soit. Et ben, vous avez possibilité et vous avez le droit de dire, écoute, là, pour cette semaine, ça va être chaud, mais est-ce que je peux m'en occuper lundi? Et là, la personne vous dit oui et vous négociez le délai. Oui ou non, ça dépend. Euh, maintenant, il y a une autre version, c'est donnant. Ça arrive souvent dans le milieu du boulot, moi je l'ai fait, des gens qui me demandent, tiens, tu peux m'aider à quantifier le stock ou les gaspillages qu'on a fait sur tel process. Oui, oui, je peux tout à fait t'aider. Et est-ce que toi, tu vas pouvoir m'aider sur, je sais pas moi, le dessin technique d'une machine Intel, par exemple. Voilà. Et donc ça, c'est donnant-donnant. Je fais un truc pour toi et tu fais un truc pour moi. Et puis, on peut aussi avoir une autre solution qui est de splitter la tâche, en fait. C'est ce que j'appelle le split de tâche. Donc, on peut se dire, ok, je suis tout à fait capable de te réserver un lieu pour le team building avant la semaine prochaine. Par contre,
Par contre, pour tout ce qui est contractuel, paiement, etc., tu dois aller voir le légal, l'équipe du légal par exemple. Ou on peut aussi renégocier la tâche, d'accord. Du style, bah voilà, la personne qui me demande est-ce que je peux l'aider à faire les graphiques, machin, à quantifier les gaspillages. Je lui dis, bah, écoute, je vais demander à mon employé de récolter les datas, de mettre les graphiques, et puis ben, nous, on pondra un rapport, je pondrai le rapport, et voilà. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là, le oui, le oui mais, le non mais, le split de tâches. Alors split de tâches, ça peut être aussi, vous proposez une autre deadline ou vous proposez une autre tâche, enfin, une tâche aménagée. Alors, une loi de gestion de temps qui est hyper importante à savoir aussi, il nous reste moins de 10 minutes, c'est ce qu'on appelle la loi Pareto, le 20-80. C'est-à-dire 20% du temps et de l'énergie que je vais investir dans la tâche doit me rapporter 80% de résultats ou de réussite. Donc ça, c'est une loi très très connue, que ce soit en entreprise ou ailleurs. Alors, j'ai aussi eu des demandes pour des outils pratiques de gestion du temps. Donc, ben, vous savez qu'on a tous des calendriers, que ce soit Outlook, Gmail, etc., qui gèrent les entrées, les sorties de mail, qui gèrent les calendriers, les rendez-vous. Donc, vous pouvez utiliser ça. Pour les personnes qui ont difficulté à rester concentrées sur les tâches, vous pouvez utiliser la méthode et les outils Pomodoro. Vous avez Trello, vous avez MS Project pour les gens qui gèrent des projets. Vous pouvez commencer sur Excel. Vous avez plein de petits outils sur Internet. Sur Internet, vous avez... alors, comment ça s'appelle? Gestion du temps. Tracker, gestion du temps. Il y a Todoist, il y a Vismo, je pense. V-I-S, Vismo. Ou Vismi. Vismi. Ouais, Vismi, je crois. C'est Vismi. Vous avez tout ce qui est dans la suite Google qui peut vous aider. Et sinon, ouais, les to-do list que vous pouvez trouver toutes faites sur Internet, sur Canva. Moi, j'en utilise de Canva, des to-do list, si vous connaissez. C'est une petite application pour designer des jolis documents. Donc, il y a des modèles là-dessus. Alors, il y a 2 livres que je voudrais vous recommander sur la gestion du temps. C'est 2 livres, un pratico-pratique, qui est la boîte à outils de la gestion du temps aux éditions Duno, qui est écrit par Pascal Bélorger. Et alors, Tim Ferriss, qui a écrit la semaine de 4 heures. Vous trouvez ces livres voilà, sur les plateformes, dans les librairies. Vous pouvez les commander. Alors, il y a plein de tests et d'outils de gestion du temps qui sont disponibles sur Internet. Donc ça, vous tapez gestion du temps, gestion des priorités dans votre moteur de recherche ou test pour pouvoir vous aider à identifier quels sont les facteurs qui vous freinent à bien gérer votre gestion du temps. Donc ça, ils sont disponibles aussi. Et alors, vu que voilà, je fais un accompagnement assez personnalisé pour mon ami, j'ai eu l'idée aussi de construire une formation en fait sur la gestion du temps et des priorités. Elle sera disponible en 2023. Je vais d'abord aider mon ami et puis je travaillerai sur cette formation qui vous sera proposée courant d'année. Et alors, je voudrais, on est presque à la fin. Avant le cadeau que j'ai à vous offrir aujourd'hui, je voudrais vous lire 2 petites citations sur le temps qui m'ont beaucoup inspirée. La première est de Lothar Seywaert. Il dit « Le temps est comme le vent, bien exploité, il nous pousse vers nos objectifs. » La deuxième, je n'ai pas trouvé l'auteur, mais elle m'a inspirée aussi. Elle est un peu plus longue. « Ceux auxquels tout a réussi ont généralement un point commun. À un moment donné de leur existence, ils se sont accordés une pause pour prendre le temps de la réflexion et penser sérieusement
à l'utilisation de leur capital plan. Voilà, donc c'est deux petites citations qui m'ont inspiré, qui m'ont parlé. Et on arrive à la fin de cette conférence où, je ne sais pas si je vous l'avais dit dans les news, etc. Mais 2023, j'ai vraiment envie de partager. Et donc ici, je vous fais un cadeau. Toutes les personnes qui ont assisté à ce Facebook Live ont la possibilité d'avoir un call gratuit avec moi. Ce call dure 30 minutes et donc vous avez l'opportunité de m'adresser votre difficulté en ce qui concerne la gestion du temps et des priorités. Et moi, je verrai comment je sais vous aider au mieux, soit de vous conseiller, soit aller vers un parcours de développement ou voilà, juste discuter de votre difficulté et vous donner des petits tips pour régler ça. Donc, c'est un cadeau que je vous fais avec tout mon cœur parce que j'ai un... Voilà, c'est un don que j'ai de pouvoir gérer mon temps et mes priorités. Et donc, je vois pas pourquoi j'en ferais pas bénéficier les autres. Euh, et notamment vous, parce que vous prenez du temps, vous avez calé ça dans votre agenda pour assister à ma conférence. Et il y a des gens, hein, comme je les ai cités au début, qui commencent voilà, à être des habitués. Donc je voulais, voilà, par ce cadeau, vous remercier de votre présence, de l'intérêt que vous avez porté à ce sujet. Et je vous invite bien entendu à partager tous ces sujets de conférence, à partager vos difficultés dans les commentaires. Je vais d'ailleurs regarder si je vois certains de vos commentaires et je ne vois rien du tout. Je vois rien du tout. Là non plus. Non, 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 non. Donc voilà, j'avais fait un essai aujourd'hui de lancer directement le direct dans Facebook plutôt que de partir de Zoom. Mais voilà, ça ne me plaît pas. Je préfère vous voir. Et je vous vois pas ici, je vois pas qui est là, qui est pas là. C'est pas gay du tout, j'aime pas trop ça. Bon, enfin, voilà. Bref, euh, je vous ai mis normalement le lien vers Calendly pour réserver votre call de 30 minutes gratuit. Et je vous ai mis aussi en lien en dessous de cette vidéo le lien pour aller vous inscrire aux autres conférences que je vais donner durant 2023. Donc le programme est publié jusque juin, je pense. Il y aura quelques rediffusions aussi parce que parfois il est bon que je me repose et parfois j'aime aussi prendre des vacances. Donc plutôt que de vous laisser sans rien, je vous donnerai, je vous ferai des rediffusions de certaines conférences. Donc voilà, merci beaucoup. Pensez à partager, pensez à prendre soin de vous, de votre bien-être et réservez votre call gratuit d'une demi-heure pour qu'on papote sur vos tips ou vos problématiques de gestion du temps et priorité. Je vous souhaite une excellente soirée et rendez-vous la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, le sujet, c'est comment j'organise mon intérieur. À bientôt!